Jean Moulin. Bonjour et bienvenue sur la PNIX, votre émission radio Relations internationales du Journal international et du troisième lieu. Cette semaine, sujet important, vous en avez tous entendu parler, Mayotte. Mayotte est en crise depuis un mois et pour cela, on accueille plusieurs chroniqueurs. Mademoiselle Zoé Baudouin, Madame Zoé Baudouin, on n'a plus le droit de dire Mademoiselle. Bonjour Flavien. Madame Charlotte Millot. Bonjour Flavien. Hugo Joly. Alors dites-moi un peu Bonjour. de quoi vous allez me parler. Zoé, de quoi tu vas parler toi? Du coup, moi je vais faire un rapide historique de Mayotte, depuis, pas sa création, mais depuis que ça appartient à la France jusqu'à maintenant. Ok Charlotte, qu'est-ce que tu vas faire toi? Et moi, je vais faire Mayotte, son état actuel. Et la petite surprise qu'on vous réserve aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va faire des chroniques qui présentent à peu près la situation, puis on va appeler directement des personnes qui sont à Mayotte en ce moment même, et ils vont nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Voilà. Mais avant, comme chaque semaine, une petite chronique actualité internationale d'Hugo Joly. Bonjour Hugo. Bonjour, et oui, vous n'arriverez décidément jamais à vous débarrasser de moi. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un don que je possède, hors celui de mon intègre et humble intellect dont ne se lasse pas Flavien depuis maintenant 7 semaines. Je parle bien sûr de mon don de voyance. Déjà que j'ai entendu tes dons de chant Oui, il y a 2 semaines. J'ai plusieurs qualités, sais-tu. Oui, j'ai l'impression que tu es un homme plein de qualités. Aujourd'hui, je vous dirai l'actualité internationale par-delà mes compétences de préscience. Enfin, préscience, plutôt post-science, puisque je ne peux révéler que des actes uniquement s'ils sont déjà passés. Et oui, c'est un don d'arriver à savoir ce qu'il s'est déjà passé, et c'est pour cela que je vous ferai, à titre exceptionnel bien entendu, mon don cette semaine. Donc, on va commencer avec l'Allemagne. Alors, on assiste à un phénomène de cycle, il me semble. Oui, je vois une continuité marquée par une réélection d'un personnage politique marquant. Attendez, ça me vient. Je vois ce personnage, c'est Bismarck. Non, peut-être pas Bismarck, je me trompe un peu de siècle. Non, c'est bien évidemment le personnage politique d'Angela Merkel. Ce 14 mars, les députés du Bundestag ont réélu pour un 4e mandat la chancelière Angela Merkel avec 362 voix sur 692. Mais derrière ce résultat se cache une inquiétude de la part du peuple allemand. Comment la chancelière va-t-elle réaliser son programme en l'espace de si peu de temps? En effet, entre l'élection législative et l'élection d'Angela Merkel s'est écoulé 6 mois. C'est donc rapidement que la chancelière et ses 15 ministres vont devoir engager leur programme ainsi qu'un but spécifique pour chaque ministre selon leur fonction. En ce qui concerne son programme, on peut le réduire selon 5 points centraux. D'ici 2025, une politique de plein emploi par le passage d'un taux de chômage inférieur à 3%. Je rappelle que l'Allemagne a un des taux de chômage le plus bas d'Europe. Donc ce sera encore moins. Une baisse des taxes et impôts, notamment une baisse de l'impôt sur le revenu pour les revenus moyens et modestes sans augmenter les impôts pour les mieux rémunérés. Le programme porte aussi sur la taxe de réunification introduite en 1991. Donc on ne sait pas encore si c'est suppression ou modification, mais on pense plutôt pour une modification. Un investissement de 12 milliards d'euros dans les infrastructures et le numérique, une augmentation de la sécurité avec la création de 15 000 postes de policiers fédéraux supplémentaires et allouer une aide financière pour les pays d'Afrique pour enrayer le phénomène de migration économique et développer des infrastructures pour l'éducation. Il ne reste plus qu'une chose à dire, ou plus de 3 si l'on prend les valeurs des Jeux Olympiques, Situs Altus Forsus Angela. Oh, c'est beau. Eh oui, magnifique. On continue avec la Grèce. L'auteure belge Judith Van Nistandel s'est rendue sur l'île de Lesbos en Grèce fin 2016 pour rendre compte d'un camp de réfugiés interdit aux journalistes. Elle a retranscrit non pas par des photos ni témoignages l'organisation et la façon dont fonctionne le camp de Moria. Comment il fonctionne alors? Eh ben, je vais vous expliquer. Avant d'en venir aux explications, il me faut vous éclairer un peu sur le contexte, que je vous dis ça comme ça, ex nihilo, mais bon, il y a quand même un contexte. Oh, attention, tu as dit ex nihilo dans une chronique, je fais un jingle ex nihilo la prochaine fois, bravo, félicitations. Monsieur parle latin. Je peux te parler continuellement latin si tu veux. Ah ouais? Vas-y, essaye. Je te réponds en grec ancien, moi. Oulala. Enfin bref. Ça part en battle. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, on va rester sur la Grèce, non en grec. Depuis 2015, la Grèce est submergée par l'arrivée massive de réfugiés, principalement des Syriens, des Afghans et des Irakiens, femmes, hommes et enfants compris. Pourquoi ? Parce que la Turquie est à 10 km de l'île grecque et que ce pays concentre de fortes proportions de camps de réfugiés. Pour éviter les camps présents en Turquie, nombre de réfugiés ont fait la demande de transfert pour l'île de Lesbos. Mais pour pallier à ça, un camp d'attente a été créé pour permettre l'enregistrement des réfugiés. Ce camp se nomme Moria. Mais il n'est pas le seul présent sur l'île, il y a aussi le camp de Kara Tepe.
C'est par la suite que l'auteur rentre dans les détails. Celle-ci distingue les deux camps que l'on peut qualifier pour l'un de façade et l'autre de contenu réel. C'est-à-dire, pour parler de camp de KRATP, une sorte, et je cite, de camp modèle européen, avec des infrastructures à capacité de 1000 réfugiés pour 1064 occupants dans ce camp. Il est possible dans ce camp pour les journalistes d'interviewer et de pénétrer à l'intérieur. Cependant, même si les conditions sont déjà difficiles à KRATP, Judith Van Nistandel s'est efforcée de rendre compte de la situation dans l'autre camp suite aux descriptions brutales et complexes de celui-ci. C'est de cette manière qu'elle s'est rendue de manière illégale dans ce camp. Elle raconte que le camp a une capacité d'accueil de 2000 personnes, avec pourtant comme effectif réel 6468 personnes. Dans sa bande dessinée, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, elle explique que le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont essayé tant bien que mal de subvenir aux besoins des réfugiés. Cependant, la demande a été beaucoup plus explosive que l'offre. En effet, les autorités n'avaient pas prévu que les arrivées massives continueraient d'affluer, rendant un spectacle déplorable, que ce soit en matière de qualité de vie ou en qualité d'homme. Car dans des situations extrêmes, avec des personnes ayant subi de lourds traumas dus à leur fuite, ni les infrastructures ni les soins ne correspondent concrètement aux besoins des réfugiés. Mais il ne s'agit pas ici de critiquer ou de condamner, mais bien de constater l'insuffisance des moyens concédés et surtout la négation par l'interdiction de publicité des camps. Car en situation complexe, et cela est nécessaire en vue d'une amélioration, la publicité aide non seulement à comprendre mais aussi à restituer concrètement les besoins. C'est donc en suivant les conseils de Judith Van Nistandel que je vous invite, vous aussi, à ôter le foulard qui bande vos yeux pour qu'être humain puisse le rester. C'est fini là, c'était magnifique cette fin. Non mais je sais, non mais c'est loin d'être fini encore, mais en tout cas... Oui, parce que j'avais l'habitude de t'adelphiter. Oui, non, mais t'inquiète pas, ça continue, hein, ça va passer un petit peu plus... on va passer à un truc un peu plus gai, bon, sauf la prochaine. C'était vraiment une très belle phrase de conclusion sur la Grèce. Un ton monotone et tout, voilà. Parfait. Donc on continue sur une note gai avec la mort d'un grand astrophysicien. Et bim Stephen Hawking. Tu t'y attendais pas, ça. Et non. En effet, ce mercredi, à l'âge de 76 ans, l'astrophysicien est mort. Sous plusieurs appellations, génie de la cosmologie pour certains, vulgarisateur des grands mystères de l'univers pour d'autres, cet homme aura marqué, de par son être, que par sa recherche, autant la connaissance scientifique que par sa singularité, les esprits de notre époque. Rappelons certains faits humains pour témoigner d'abord de sa bravoure en tant qu'être. À 21 ans, lui fut diagnostiquée la maladie de Charcot, lui laissant croire à une espérance de vie de 14 mois. Il n'en fut pas ainsi. Bravant la maladie, il n'en survécut pas moins sans douleur, par la nécessité de recours à la chaise roulante ainsi qu'à une voie synthétique. Mais sur une échelle d'ordre mondial, il contribua à l'avancée de l'astrophysique et de la physique quantique. Étant un médium et non un astrophysicien, je ne peux par conséquent que vous distribuer ces ouvrages pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même de son travail. Oui, je comprends absolument rien. Je préfère être honnête. Intitulé Une brève histoire de temps, best-seller écrit en 1988, cet ouvrage retrace de grands phénomènes dans l'univers depuis l'événement du Big Bang. Donc pour vous rendre compte un peu de ce qu'a fait Stephen Hawking, je vous invite à le lire. Bien, ce sera fait. Et on va terminer en parlant d'Oscar et de sex toys. Sans transition. Voilà, sans transition, sans lubrifiant, sans rien. Décidément. Quel lien entre les deux, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous qu'il existe une soirée d'Oscars distincte de celle des Oscars comme récompense cinématographique. C'est la cérémonie des Oscars scientifiques et techniques. C'est donc durant cette cérémonie que l'entreprise florissante Svacom a été invitée. Parmi les retours de la soirée, on peut noter l'impression de plaisir, sans aucun mauvais jeu de mots, parmi certains invités d'avoir pu discuter du sujet aussi personnel que le plaisir mécanique. C'est donc de cette manière que l'on peut constater une sorte d'émergence et de reconnaissance du plaisir seul ou non pour l'utilisation d'ustensiles de plaisir. Autrement, une véritable sortie du tunnel du tabou concernant le plaisir, permettant ainsi à chacun d'échanger de son impression et de son ressenti vis-à-vis de ce type d'objet et de la sexualité. Sur ce, avec de la souffrance, des élections complexes, la mort, la survivance culturelle et l'émergence d'une culture sexuelle sans tabou, ma médiumitude et moi vous embrassons et vous souhaitons une bonne semaine. Paix, horoscope et Adelphité. Bravo. Merci. Bravo Hugo, merci beaucoup. J'ai cru pendant un moment que tu allais nous parler de ta relation face au plaisir, mais pas du tout. J'aurais pu, mais ça aurait été quand même un peu spécial, surtout un peu loin par rapport au sujet de cette semaine. J'étais un peu déçu, ça aurait fait un petit peu Brigitte Lahaie, un petit peu sympatoche quoi, mais tant pis. Laissons le plaisir à sa place. On fera une émission plaisir et relations internationales Exactement. un jour, et ce sera très intéressant. Ah oui. Voilà. On va enchaîner sur le sujet cette fois-ci. Mayotte, on revient. Là, la situation, elle est très délicate. Et je crois que pour commencer, Zoé, tu vas faire un petit historique de l'île de Mayotte. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi on en arrive à cette situation-là?
Alors, merci Flavien. Donc, pour commencer, genre juste pour que tout le monde puisse se repérer géographiquement. Donc, Mayotte, c'est une île qui fait partie de l'archipel des Comores, entre l'Afrique et Madagascar, et dont les habitants sont appelés les Mahorais. Donc, pour faire un rapide historique, donc l'île de Mayotte a été vendue à la France au milieu du 19e siècle et elle fut placée sous protectorat et progressivement, les autres îles de l'archipel des Comores furent placées avec elle sous protectorat français. Donc, l'île voisine de Madagascar étant une colonie française jusqu'en 1960, la loi du 25 juillet 1912 du gouvernement français va rattacher la colonie de Mayotte et dépendance à la colonie de Madagascar. En 1946, l'archipel acquiert le statut de territoire d'outre-mer. Est-ce que l'île de Mayotte, elle a été touchée par la vague de décolonisation qu'ont connu on pourrait dire l'intégralité des colonies françaises? Alors, du coup, pendant la période de décolonisation mondiale, la question va se poser également pour l'archipel des Comores. Donc, le 22 décembre 1974, un référendum va être organisé pour chacune des îles de cet archipel. Et le résultat de ce référendum est de 63% des Mahorais qui souhaitent rester dans la République française. Et ce qui est vraiment étonnant parce que c'est en contraste avec celui des autres îles des Comores qui, eux, souhaitent être indépendants à plus de 95%. Donc le 8 février 1976, un nouveau référendum est organisé et à nouveau les Mahorais expriment leur volonté de rester en France à plus de 99%. Donc une loi de 1976 donne à Mayotte un statut provisoire de collectivité territoriale de la République et une autre loi de 1979 affirme que l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population. Donc les habitants de Mayotte souhaitent vraiment pas recouvrer une indépendance et préfèrent rester au sein de la République française. Du coup, est-ce que le statut de l'île est inscrit dans la constitution de la 5e? Alors oui, mais pas depuis si longtemps que ça, parce que c'est depuis une loi de juillet 2001 que Mayotte devient une collectivité départementale de la France. Et une loi constitutionnelle du 28 mars 2003 inscrit Mayotte dans la Constitution à l'article 72-3, au titre duquel la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Mais maintenant, si j'ai bien compris, l'île de Mayotte, elle est considérée comme un vrai département français, comme la Loire, la Haute-Loire, l'Ain. C'est quoi ce processus de départementalisation ? Donc en fait, la question, elle s'est posée à partir de 2009, quand le président de la République, donc Nicolas Sarkozy, il va ouvrir la question de la départementalisation de l'île de Mayotte, c'est-à-dire que celle-ci serait considérée à part entière comme un département français. Donc à nouveau un référendum et à plus de 92%, les Mahorais se disent favorables à cette départementalisation. Donc depuis 2011, la Constitution de la République française donne à l'île des compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer. Donc on peut aussi noter que depuis 2014, Mayotte fait partie des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle peut bénéficier de fonds européens pour son développement socio-économique et aussi environnemental. Quels sont les défis mahorais auxquels l'État français pourrait potentiellement faire face les prochaines années ? Donc vraiment, il y a beaucoup de défis qui sont à relever et qui vont l'être dans les décennies futures par la République française concernant ce nouveau département. Notamment, on peut noter l'analphabétisme et une mauvaise connaissance de la langue française par les populations. Il y a aussi la prévalence très présente du droit coutumier sur le droit français. Une natalité très forte également qui peut poser problème. Et enfin, comme Charlotte va maintenant nous en parler, il y a une grosse montée des violences des Mahorais envers les immigrés illégaux africains, mais surtout des autres îles de l'archipel des Comores. Voilà, merci beaucoup Zoé. Toi, Charlotte, tu vas nous parler de quelque chose de plus concret, même si Zoé nous a parlé de la situation historique qui est indispensable pour comprendre la situation. Toi, tu vas nous parler de ce qui se passe maintenant. Eh bien oui, parce que mine de rien, les Mayotte, ça va faire 1 mois ce mardi qu'ils sont en grève générale. Cette île, comme nous l'a dit Zoé, qui est juste au-dessus de Madagascar, est prise par d'importants mouvements sociaux qui ont dû à de nombreux facteurs. Cette grève est organisée par un intersyndicat et un collectif de citoyens de Mayotte. La grève générale paralyse toute l'île par différentes actions telles que des manifestations dans les communes, des opérations escargots, des barrages routiers et marins. Et depuis que certains élus se sont rattachés au mouvement, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, la plupart des mairies et des collectivités territoriales sont fermées. La grève générale a pour but d'entraîner un phénomène d'île morte pour faire réagir les dirigeants.
Mais du coup, est-ce que Mayotte a déjà connu des crises de ce genre? Oui, Mayotte a déjà connu de nombreuses crises de ce genre. Mais celle-ci est d'une ampleur toute particulière, car la mobilisation est beaucoup plus importante et surtout plus durable, au point d'attirer l'attention de l'opinion publique de la métropole, c'est dire. L'élément déclencheur de ces crises sont des violences dans les lieux scolaires. En effet, à la veille de cette grève générale, des jeunes se sont introduits avec des barres de fer dans un lycée de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, de ce département, merci, entraînant des bagarres générales ultra violentes. De nombreuses vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, entraînant une indignation, alors que d'après les témoignages de certains élèves, c'est devenu normal ici, car les violences ont lieu entre différents lycées. Il y en a eu en début février, mi-janvier et puis sûrement depuis bien plus longtemps, dû à des affrontements entre bandes rivales. Ces violences ont entraîné la fermeture des écoles, car les professeurs ont utilisé leur droit de retrait ne se sentant pas en sécurité, tout comme les conducteurs de bus qui sont victimes de caillassage. C'est vraiment incroyable cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé après ces événements ? Eh bien, après ces événements, des groupes ont décidé de réagir en organisant un appel à la grève générale. Ainsi, qui est victime d'une grande pauvreté et d'une insécurité omniprésente, doit aussi faire face à une pression migratoire intense. En effet, Mayotte est, comme l'a dit Zoé, un territoire de tous les défis, qui est aussi dit d'ailleurs par le ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est considérable, soit 4 fois plus qu'il y a 30 ans, avec un chômage très élevé de 26%. Enfin, 40% de la population serait de nationalité dite étrangère, dont la moitié de situation irrégulière. Mais du coup, d'où vient en fait cette population qu'on dit étrangère ? Eh bien, ces migrants viennent principalement de l'archipel des Comores, pensant augmenter leur niveau de vie en arrivant en France, mais la plupart se retrouvent sans travail et dans les bidonvilles. Il est très difficile d'obtenir des papiers français. Même ceux qui sont sur le territoire de Mayotte, donc français, qui sont depuis 20 ans, n'ont pas pu obtenir ces papiers. Donc, des mères comoriennes viennent en France illégalement pour accoucher à Mayotte et pour obtenir que leur enfant obtienne la nationalité française, ce qui entraîne une saturation des maternités, mais aussi des administrations, avec près de 10 000 naissances par an. Où est-ce qu'on peut observer cette crise générale, j'ai l'impression, du service public et de l'État finalement ? Ah ben oui, il est carrément saturé. Donc on peut le voir dans les établissements scolaires où les enfants vont en classe par roulement, donc ce qui contribue à l'analphabétisme. Ces difficultés migratoires et démographiques entraînent des tensions entre les communautés et un sentiment d'insécurité important. En effet, les jeunes sont désœuvrés et deviennent, comme selon certains citoyens, délinquants parce qu'ils n'ont rien à faire. Et que, bien que les chiffres de criminalité aient diminué, selon les habitants, ce n'est pas représentatif puisque les gens ne portent plus plainte face à l'omniprésence de ces violences. Quel genre de violence ? Eh bien, je vais vous citer un extrait du message d'un appel à la grève générale du comité des citoyens de Mayotte. On vit dans une peur en permanence. On a peur d'emporter les routes mahoraises. Non, on n'emporte pas les routes mahoraises. Pardon. On emprunte. On emprunte, les routes mahoraises. Charlotte était là à voler les routes Je pars avec de le goudron. Mayotte. Ça te pose un problème. Bon, excuse-moi. Vas-y. Alors, d'emprunter donc les routes mahoraises à cause des coupeurs de route. On a peur d'envoyer nos enfants à l'école, poignard dans un pot de yaourt. On a peur de garer nos voitures, vandalisme gratuit. On est terrorisé dans nos champs, récolte volée et menaces de chambeaux. On a peur des plages, viols et agressions. On a même peur de dormir chez nous, cambriolage et humiliation, le comble. C'est vraiment oui, incroyable, mais au sens péjoratif. On ne peut pas le croire. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Eh bien, depuis lundi dernier, Annick Girardin est arrivée à Mayotte. Donc, c'est donc la ministre de l'Outre-mer. Et qui est là pour tenter de trouver des solutions. Elle est arrivée au bout de 3 semaines de conflit. On en arrive quand même à 1 mois.
Suite aux délibérations avec les élus mahorais, des mesures ont été proposées pour augmenter la sécurité avec l'augmentation des effectifs de gendarmerie et policiers, la création d'une brigade de gendarmerie nationale dans la deuxième plus grande ville du département, et encore l'augmentation de fonds ministériels pour la prévention à la délinquance. Mais il y a aussi une deuxième mesure pour lutter contre l'immigration clandestine avec des patrouilles maritimes et la création d'un état-major. La ministre a aussi proposé une conférence sur l'avenir de Mayotte et la mise en place d'une extraterritorialité. Attends, Une hyper compliqué comme trop mot. compliqué. Extraterritorialité. Territorialité. J'y arrive pas. Il y a tant de syllabes. Il y a plus que 2, j'y arrive pas. Extraterritorialité. Non. Attends. Territorialité. Ah. Merci Hugo. En clair, pour éviter que les mères de Comores viennent accoucher en France pour que leurs enfants aient la nationalité française. Et du coup, est-ce que ces annonces ont provoqué en quelque sorte la fin de la crise? Alors, le gouvernement pensait que ce serait la fin de la crise, en effet, parce qu'ils ont mis ces mesures ont été soumises au peuple mahorais par les différents organisateurs. Mais selon le peuple, des points sont manquants et donc il n'a pas été accepté. Ces mesures n'ont pas été acceptées, mais ils sont toujours prêts à discuter. J'ai juste une petite question. Est-ce que dans leur programme de mesures provisoires, il y a fait mention d'un investissement supérieur pour l'éducation? Eh bien justement, les organisateurs ont proposé des plans de convergence pour tout ce qui est éducation et combler à ces jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas de travail et c'est un cercle vicieux finalement. Oui, parce que ça me paraît un plan essentiel quand même, l'éducation. Et mais justement, donc la ministre est prête à continuer les discussions pour trouver un arrangement, car, je cite, elle sait qu'une telle colère et une telle peur, ça va prendre du temps pour mettre fin à la crise. Alors, à l'heure où je vous parle, les manifestations continuent avec des banderoles telles que terroristes, coupeurs de route, voleurs, violeurs, cambrioleurs, occupants illégaux, trafiquants, faussaires et toutes ces formes de violence, subir et se taire, non, on n'en veut plus. Nous pouvons donc voir que comment l'État a-t-il pu laisser un tel niveau d'insécurité s'installer dans un département français, chose qui semblerait, pour moi en tout cas, je pense pour l'ensemble d'entre vous, impossible en France métropolitaine. On peut aussi remarquer qu'il y a eu d'importants mouvements sociaux dans d'autres dom-toms, comme la Guyane l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a des points communs entre ces problèmes, voire un lien avec la gestion du gouvernement français? Avec l'outre-mer, ce sont de très bonnes questions que nos intervenants, peut-être, nous éclaireront sur les réponses. Je ne sais pas si nous répondrons. Tout de suite, on va passer à un journaliste qu'on va contacter qui s'appelle Gauthier Dupraz. Il est à Mayotte en ce moment, il a 29 ans, il vit là-bas depuis 3 ans et demi. Allô. Bonjour Gauthier Dupraz, ici Flavien de Guillaume, est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Bonjour, on est là avec toute l'équipe. Tu es à Mayotte en ce moment même, c'est ça? Oui, exactement, oui. Alors comment ça se passe autour de toi pour nous présenter un petit peu pour les auditeurs? Où est-ce que tu es toi? Alors moi je vis à Cavani, qui est un quartier de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. Et je vis ici maintenant depuis 3 ans et demi. Je suis journaliste. J'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans pour l'un des principaux journaux de l'île qui s'appelle Mayotte Hebdo. Et j'étais notamment en charge d'un quotidien qui s'appelle le Flash Info, qui appartenait au même groupe de presse. Et désormais, je travaille pour un nouveau groupe de presse qui édite des magazines thématiques, donc un magazine économique local qui s'appelle Marqué, qui signifie argent chez Maoré. Donc voilà, vous vouliez donc que je vous fasse un petit résumé de la situation actuelle à Mayotte, c'est ça? Oui, notre chroniqueuse Zoé Baudin vous a préparé quelques questions. Alors bonjour. D'accord, je vous écoute. Bonjour. Alors moi j'avais juste une question sur... en fait je voulais savoir si avant tout ça il y avait d'autres problèmes très présents à Mayotte, très importants. Avant ce mouvement de grève général depuis un mois maintenant. Oui, à Mayotte, les problèmes, je crois que malheureusement ce territoire en connaît depuis son existence, puisque il y a toujours eu, de par son histoire, Mayotte a vécu les invasions malgaches il y a plusieurs siècles,
les guerres des sultans batailleurs entre les différentes îles de l'archipel des Comores. Et puis est arrivée ensuite la France en 1841 qui a racheté l'île au dernier sultan de Mayotte, Adrien Souli. Donc Mayotte était sous administration française comme tout l'archipel jusqu'au référendum de 1974 et 1976. Il y a eu 2 référendums. Le référendum d'indépendance des Comores. Les 3 autres îles ont voté pour l'indépendance des Comores, donc Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Et Mayotte a dit non et a décidé de rester française. Et donc la France a décidé de garder l'île de Mayotte sous son aile, malgré les remontrances des Nations Unies, puisque la France est dans l'illégalité en ayant conservé ce territoire. Et petit à petit, donc le territoire a évolué en tant que territoire ultramarin jusqu'à sa départementalisation en 2011. Et donc, au rythme de ces dernières décennies, en effet, l'île a connu quelques crises plus ou moins passagères. On notera notamment celle de 2011, où il y avait la grève contre la vie chère. Et là, l'île a été paralysée pendant plus d'1 mois. Et donc, ça a marqué beaucoup les esprits de la population. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens craignent, un retour à ce scénario de 2011 qui serait très dommageable pour le territoire, son économie et sa société en général. Ça me fait penser aux grèves qui se sont produites en Guadeloupe, en Martinique en 2009. Donc finalement, c'est très proche de 2011. Est-ce que vous pensez, en étant à Mayotte, qu'il y a un problème avec la gestion de l'État central des territoires d'outre-mer, des départements comme des dom-toms? Aujourd'hui, la majeure partie des Mahorais reprochent à l'État de ne pas assurer ses pouvoirs régaliens sur le territoire, notamment en termes de sécurité et de contrôle aux frontières, puisqu'on a une immigration galopante, une immigration clandestine galopante dans l'île. Pour rappel, chaque année, on estime à 20 000 le nombre de personnes qui traversent la frontière pour pouvoir s'installer à Mayotte ou espérer d'obtenir des papiers pour pouvoir ensuite se rendre ailleurs en France. La plupart viennent des Comores et fuient tout simplement la pauvreté dans leur pays. Oui, il y a des choses à reprocher à l'État dans la gestion du territoire, mais les responsabilités, disons, sont partagées, puisque on a des élus qui, pour la plupart, n'arrivent pas à gérer leur collectivité comme il se doit. On a une voirie, un réseau routier qui est dans un état plus ou moins lamentable. Les seules routes qui tiennent à peu près la route, sans mauvais jeu de mots, sont les routes nationales. Le réseau départemental et communal n'est pas entretenu comme il devrait l'être. Pourquoi il n'est pas entretenu? Il n'y a pas de moyens? Oui. Pourquoi Alors, beaucoup de communes estiment être sous-dotées, ce qui est une réalité. Oui. Les habitants mahorais reçoivent beaucoup moins d'argent de l'État qu'un habitant d'un autre département de France, voire même d'un autre territoire, d'un autre département ultramarin. C'est une réalité. Mais néanmoins, on a des collectivités qui sont défaillantes dans leur gestion, puisque une grande partie de leur budget est malheureusement utilisée pour le paiement des salaires. Donc la masse salariale aspire une grande partie des budgets. Le conseil départemental, par exemple, a un budget pour la masse salariale de 115 millions d'euros. Sur les quelques 200 millions d'euros de budget annuel qu'il compte. Et c'est beaucoup plus que des départements comme un département comme la Vienne, qui est 10-20 fois plus grand, qui compte 2 fois plus d'habitants.
Donc on a un problème structurel avec nos collectivités, mais on a aussi malheureusement un manque de dotation. À cela s'ajoutent des fonds européens qui sont disponibles, mais face au manque de compétences localement pour monter les dossiers, on a énormément de retard pour pouvoir faire demander ces fonds, pour pouvoir tout simplement en profiter. Et malheureusement, cet argent nous file sous le nez. Et donc de ce côté-là, il y a un besoin criant d'experts pour pouvoir monter ces dossiers qui sont assez exigeants, puisque l'Europe demande beaucoup de sérieux et de rigueur dans le montage des dossiers et le suivi derrière. Il faut rendre beaucoup de comptes, donc forcément ça crée beaucoup de contraintes. Tu nous parles. Et à cela aussi s'ajoute la responsabilité je termine juste là-dessus, oui. sur la responsabilité de la population mahoraise, puisque de nombreux Mahorais profitent de l'immigration clandestine en employant des Comoriens pour pouvoir construire leur maison à bas prix, ou utiliser une femme de ménage originaire des Comores, ou tout simplement une nourrice pour garder les enfants. Ça, c'est très répandu. Alors, quelques collectifs, quelques associations d'habitants de l'île commencent à dénoncer ces dérives-là, mais en tout cas, ça fait des décennies que ces pratiques-là existent dans l'île, et donc voilà, c'est comme je vous le disais, malheureusement, ce sont des responsabilités partagées, et tout le monde doit se remettre en question. Voilà. D'accord, c'est très intéressant ce point de vue. On le retrouve pas forcément. Tu nous parlais des routes il y a pas longtemps. On parle souvent des barrages dans les médias métropolitains, enfin dans les médias centraux parisiens. Toi, par exemple, pour faire un trajet normal, quel est le temps d'un trajet de 20 minutes? Est-ce qu'il y a vraiment des délais en plus? Avec les barrages? Oui. Oui, ça dépend de certains barrages. Normalement, tout le monde est bloqué, il laisse passer aucun véhicule. Certains barrages, ils laissent passer les piétons. D'autres laissent passer les ambulances ou les forces de l'ordre. Mais d'autres barrages, comme il me semble celui de Longoni, ils ne laissent passer personne. Mais de toute façon, j'ai cru comprendre qu'ils ne pouvaient pas laisser passer qui que ce soit, parce que le barrage est tellement imposant, et ils ont coupé des arbres centenaires pour pouvoir bloquer la route. Ah oui, donc on ne peut pas passer. On peut pas débloquer un barrage comme ça, à moins que la préfecture se décide de mettre les moyens humains pour pouvoir débloquer tout ça, mais pour le moment, visiblement, les services de l'État préfèrent calmer le jeu et maintenir la paix sociale. Donc, en effet, les barrages continuent, et tant que l'État ne répondra pas favorablement à la demande de ces grévistes bloqueurs de route, c'est-à-dire envoyer le Premier ministre ou le Président, malheureusement, ces barrages ne seront pas levés. Un de nos autres chroniqueurs, Hugo Joly, voulait te poser également une question. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir si Mayotte avait bénéficié d'un statut spécial en vue de sa présence en Outre-mer, ou si justement ce qui pourrait être reproché à la France, c'est de considérer ce département comme un autre département de métropole, alors qu'elle a un statut spécial en vue de sa situation géographique et de la situation politique qui rayonne. Il n'y a pas de différence entre le statut départemental de la Vienne, comme tu disais, et le statut départemental de Mayotte. C'est la même chose, on est d'accord? Voilà, normalement, il y a continuité territoriale. Mayotte devrait être traitée comme tous les autres départements. Néanmoins, on voit bien que dans les faits, Mayotte est victime encore d'inégalités, d'injustice, puisque le niveau, par exemple, des allocations n'est pas le même à Mayotte, il est beaucoup plus faible que dans les Bouches-du-Rhône ou en Vendée. On a aussi également... qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? On n'a pas la CMU-UAC, la couverture maladie universelle,
Voilà, il y a plein de choses qui manquent alors que Mayotte est département. Et il y a un sentiment d'injustice parce que quand la départementalisation a été installée, des nouveaux impôts sont arrivés, notamment les impôts locaux, donc taxes d'habitation, impôts fonciers. Mais Et ils ont été établis à des niveaux records. On est sur des chiffres équivalents à des grandes villes de métropole comme Lyon ou Bordeaux. Mais on se retrouve avec une valeur du foncier qui est hallucinante et donc des gens qui sont amenés à payer des impôts fonciers alors que les services publics 20 000 euros par an. Alors que les services publics ne sont pas là pour répondre aux besoins, c'est ça? Il y a des manquements, il y a en effet des manquements. Juste pour revenir sur cette histoire des impôts fonciers, le problème c'est que ces impôts, la valeur de l'impôt a été calculée à partir d'un cadastre qui est chaotique et qui n'a pas été complété parce qu'on a un gros problème de foncier à Mayotte. 50%, on estime que 50% des terres de Mayotte, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Il n'y a pas de titre de propriété en bonne et due forme qui a été réalisé pour ces 50% de terres. Et donc on est face à un problème pour savoir qui est vraiment propriétaire, parce qu'à Mayotte jusqu'à un passé très récent, c'était le droit coutumier qui prévalait. Donc c'était les cadis, ce sont les leaders religieux de l'île qui devaient partager les terres. C'était un peu les notaires, si vous voulez, avant la départementalisation, les notaires de ce territoire. Et aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont plus de rôle à jouer, alors qu'ils pourraient avoir un rôle intéressant en termes de médiation. Donc tout cela s'ajoute à un contexte très compliqué qui ralentit le développement de l'île et on en arrive à des crises comme aujourd'hui. C'est une accumulation de beaucoup de choses, malheureusement. Et tous ces problèmes ne cesseront pas tant qu'un vrai plan pour Mayotte sera instauré, si j'ai bien compris. Oui, beaucoup de gens demandent un plan Marshall ou demandent des engagements, comme on a pu le voir l'année dernière en Guyane. Les Guyanais sont en effet mobilisés et ont obtenu une promesse d'1 milliard d'euros d'investissement, je crois, global, dans divers domaines, que ce soit l'éducation, les transports, la santé. Donc les Mahorais se disent, beaucoup de Mahorais se disent, pourquoi pas nous, pourquoi pas. Donc on va établir un rapport de force. Beaucoup de personnes pensent que la méthode employée actuelle n'est pas bonne, puisqu'on est en train d'asphyxier l'économie. Toutes les entreprises du privé sont au point mort. Beaucoup sont en train de monter des dossiers de chômage technique parce qu'ils ne vont plus pouvoir payer les salaires. D'autres envisagent carrément les licenciements économiques. Donc on a des milliers d'emplois qui sont menacés aujourd'hui à cause de ces blocages. Et forcément, ça pose un énorme point d'interrogation. Et malheureusement, la société mahoraise est en train un peu de se diviser autour de la méthode employée. D'autres verraient des alternatives, parce que tout le monde est d'accord sur le fond. Tout le monde en a ras-le-bol de l'insécurité, de la violence. Mais sur la méthode, on n'est pas d'accord. Et donc certains voudraient qu'on fasse plutôt de la désobéissance fiscale. Tout le monde se mobilise pour ne pas payer les impôts et faire ainsi réagir l'État, ou bloquer les institutions. Mais bon, pour le moment, ces alternatives-là ne semblent pas avoir, abouti. Ils ne semblent pas avoir fait l'unanimité auprès de la population. Peut-être que ça viendra, mais... Justement, voilà. On avait une dernière chroniqueuse pour conclure qui avait une question à te poser. Charlotte.
Bah oui, du coup, parce que donc bonjour. Du coup, il y a eu des mesures qui ont été proposées par la ministre de l'Outre-mer et qui a été refusée il y a quelques jours même, enfin voire hier. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a été refusée du coup parce que il y a des problèmes économiques comme vous nous l'avez dit, mais il y a aussi des problèmes. Ces mesures portent sur l'insécurité qui est un des problèmes majeurs, non? Tout simplement, les grévistes, du moins les porte-paroles et leaders du mouvement, estiment que le compte n'y est pas. J'estime pour eux que ce sont des mesurettes à court terme, puisque la ministre a annoncé en effet l'arrivée de 10 policiers supplémentaires, 16 gendarmes territoriaux et 60 gendarmes mobiles. Pour la plupart qui sont déjà arrivés. Voilà, mais pour bon nombre de Mahorais, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi une annonce qui a été faite d'envoi d'un patrouilleur, un bateau, pour pouvoir mieux contrôler la frontière entre Mayotte et les Comores. Donc ces mesures-là, pour eux, ne sont insuffisantes. Beaucoup demandent l'installation d'une base navale entre guillemets à Msamboro, qui est un village au nord de l'île. C'est là où débarquent la plupart des kwassa-kwassa, les fameuses embarcations de fortune avec lesquelles viennent la population, les immigrés comoriens. Oui, ce mot, les kwassa-kwassa, s'est rendu célèbre par un mauvais jeu de mots du président il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur les immigrés comoriens, justement. Exact, oui, ça a été rendu célèbre par Macron lors d'une plaisanterie peut-être mal placée. Oui. Et du coup, voilà, la population demande une base navale au nord de l'île. Ils demandent forcément plus de contrôle dans nos eaux territoriales pour empêcher les embarcations de venir débarquer sur les plages de Mayotte. Oui, et puis une base navale. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, néanmoins, les passeurs redoublent d'inventivité et pour pouvoir éviter les contrôles, pour pouvoir éviter les frégates qui contrôlent les eaux territoriales, puisque on voit ces embarcations, c'est quoi ça, arriver même au sud de l'île, ce qui contourne l'île pour pouvoir échapper au radar. Donc bon, c'est vraiment très problématique. Il faudrait en effet mettre 24 heures sur 24 des bateaux de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police aux frontières pour pouvoir empêcher toute entrée illégale sur le territoire. Mais bon, on sait que c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Donc la situation l'État est plus dans la recherche d'économie et malheureusement Mayotte n'est pas prêt d'avoir la priorité dans les dépenses budgétaires de l'Élysée. La situation est donc loin d'être réglée. On te remercie Gauthier, tu étais en direct de Mayotte. Merci beaucoup de toutes ces explications. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Au revoir. Maintenant, on va appeler une personne qui est à Mayotte encore une fois, mais qui aura un point de vue différent. C'est Mohamadi Adine, il est représentant des élus des étudiants scolarisés à Mayotte, chargé de mission en prévision santé. Il a 24 ans et étudie le droit. Il habite à Dembéni, à 20 minutes de Mamoudzou, qui est le chef-lieu, comme vous l'a dit Charlotte tout à l'heure, de Mayotte. On l'appelle tout de suite. Oui, allô ? Oui, bonjour Mamadi, c'est Flavien de Guillaume, t'es à l'antenne, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Ça va très bien, avec nous, t'es avec Charlotte Millot et Hugo Joly et Zoé Baudouin également. Salut. Bonjour. Voilà, on avait plein de questions à te poser, on t'a présenté à l'antenne. T'es représentant des élus étudiants scolarisés à Mayotte, chargé de mission en prévision santé et tu étudies également le droit. On avait déjà une question.
comment les jeunes se sentent face à cette crise, à cette grève générale depuis un mois. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes et qu'est-ce qu'ils font surtout? Alors, ce qui se passe là tout de suite, je dirais que beaucoup de jeunes se posent des questions par rapport à la suite de la grève, parce que depuis, il faut savoir que à Mayotte, la crise actuelle, elle a commencé avec le retrait des transporteurs scolaires qui ont tout simplement décidé de plus assurer le ramassage scolaire parce qu'il y avait des agressions ici et là un peu partout sur les routes de Mayotte. Donc, grosso modo, ça fait à peu près... ça fait un mois qu'il n'y a plus d'école, c'est ça? Alors, ça fait un mois qu'il n'y a plus d'école, mais ça fait 3 mois qu'il n'y a plus de transport scolaire. Il faut savoir que une grande majorité des lycéens sont dépendants des transports scolaires, puisque à Mayotte, il n'y a pas encore de réseau de transport en commun. Oui. Pour beaucoup de jeunes qui habitent à plusieurs kilomètres de leur lieu d'études sont obligés de se réveiller tôt le matin, prendre le transport scolaire, aller à l'école, attendre la fin des cours pour reprendre le transport et rentrer à la maison. Cette situation prévaut également pour les étudiants, puisqu'il n'y a pas de réseau de transport étudiant à Mayotte, ni de réseau de transport en commun. Donc, si tu veux, tout le monde prend le transport. Le gars qui habite un peu plus loin et qui n'a pas forcément les moyens de se payer un taxi tous les matins, forcément, ça fait plus de 3 mois qu'il n'a plus la possibilité d'aller en cours. Alors, est-ce qu'il y a des mouvements sociaux des jeunes? On sait que en métropole et dans certains départements d'outre-mer, on sait que parfois il y a des grèves importantes des lycéens, des étudiants. Est-ce que les étudiants, les lycéens, les collégiens, c'est un peu plus compliqué, se mobilisent? Toi qui es élu des personnes scolarisées à Mayotte, est-ce qu'il y a une mobilisation de cette tranche d'âge? Alors oui, il y a des mobilisations sur cette tranche d'âge. On a déjà eu, la particularité de Mayotte, c'est que les jeunes préfèrent plutôt le dialogue que les manifestations. Il y a eu à plusieurs reprises des menaces de manifestations d'étudiants dans les routes de Mayotte, notamment par rapport au retard de paiement des bourses, par rapport au transport étudiant et par rapport à d'autres thèmes. Mais à chaque fois, étant donné qu'on privilégie le dialogue plutôt que descendre dans la rue, les différents représentants de l'État et les différents représentants des collectivités, dès qu'ils commencent à voir que ça risque de partir trop loin, concèdent aux revendications des étudiants. Une question toute bête encore une fois, mais une question extrêmement importante quand même. Les jeunes aujourd'hui, on est bien d'accord qu'ils se sentent tous français, pas comoréens. Pas comores, pardon, excuse-moi. Il y a un sentiment d'appartenance à la nation, à la France, étant donné la départementalisation. Ou alors, est-ce que les manquements des services publics principaux ont créé, en quelque sorte, un mouvement de contestation? Non, je pense qu'il faut vraiment être à Mayotte pour le voir. Quand vous êtes scolarisé sur le territoire et que vous êtes jeune entre 6 et 24 ans, vous ne faites pas la différence entre une personne de nationalité comorienne, une personne de nationalité française ou d'autres nationalités. On partage tous le même espace, on va tous dans les mêmes écoles. Cette question, finalement, nous, en tant que jeunes, on se la pose pas. Après, oui. Et pourtant, on sait qu'il y a des mouvements contre l'immigration. Ça ne concerne pas les jeunes, finalement. Finalement, il n'y a que très peu de jeunes qui se posent la question de la différenciation entre comoriens, mahorais, français, etc., etc. Puisque, comme je l'ai dit, moi personnellement, que ce soit à la fac ou lorsque j'étais au collège, au lycée, il y avait plusieurs nationalités dans la même classe et à aucun moment on se pointait du doigt ou à aucun moment on se posait la question de savoir quelle est la nationalité de mon voisin, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, le problème il vient de plus haut. Par rapport à notre histoire, par rapport à l'histoire de Mayotte et aux revendications, à l'attachement fort de Mayotte à la République française, beaucoup de nos parents ont connu ces mouvements de colère, je sais pas si vous avez suivi l'actualité de Mahorais, mais on parle d'immigration clandestine qu'on associe directement à l'insécurité. Oui, effectivement, il y a des raccourcis qui sont souvent faits là-dessus dans les médias
Je connais assez peu finalement, j'ai fait une revue de presse, etc. sur les médias mahorais, mais dans les médias métropolitains, on fait souvent des raccourcis sur ces deux notions. On fait le raccourci parce que l'immigration clandestine, telle qu'elle est à Mayotte, elle est très très importante. Demain matin, si je me lève, je vais croiser une personne que j'ai jamais vue de ma vie. Enfin, à Mayotte, c'est des petits villages. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit. Et finalement, dès qu'il se passe un truc, on pointe tout de suite du doigt l'étranger, la personne qui vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas forcément, et on la stigmatise tout de suite. Des fois, ça peut être vrai, des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, ça peut être un Mahorais qui commet des méfaits. Parce que Mayotte est un territoire petit, forcément, les difficultés se ressentent plus. Les ariar, comme on dit chez nous, les raccourcis ou on dit que se ressentent plus. Et finalement, raccourcis, immigration clandestine et délinquance se font. On voit des villas des villas qui se construisent ici et là à Mayotte, en même temps que des bidonvilles qui naissent aux abords de ces villas ou aux abords des villages de Mayotte. Concernant les mouvements sociaux, toi par exemple, tu es à Dembéné, c'est ça, à Dembini, pardon. C'est ça se prononce comme ça. Qu'est-ce qui te marque le plus? Est-ce que proche de toi il y a des barrages? Est-ce que il y a des privations? Il y a des grèves générales sur des services publics? Toi, qu'est-ce qui te marque le plus en tant que citoyen finalement? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui te touche le plus concrètement dans ta vie de tous les jours depuis le début des manifestations? Alors, qu'est-ce qui me touche le plus? Je dirais le fait qu'il y ait des barrages et qu'on ne puisse pas circuler librement. Faut savoir que ce soit moi ou n'importe quel Mahorais que vous croiserez de 6 à 77 ans, on est tous unanimes sur un point. On valide à 200 ou 300% les revendications portées par l'intersyndicale et les différents collectifs. L'insécurité touche tout le monde, les problématiques sociaux également touchent tout le monde, donc on est tous pour ce mouvement de grève. Maintenant, par rapport à la manière dont c'est mis en place, les barrages ici et là, les dérapages qu'il peut y avoir sur certains barrages, parce que moi en tant que professionnel de santé, j'ai besoin de circuler librement. Et dans certains barrages, on me laisse passer, dans d'autres barrages, on ne me laisse pas forcément passer, même si j'explique que je suis professionnel de santé et j'ai des besoins à satisfaire. Donc, qu'est-ce qui explique pourquoi ils refusent de te laisser passer? Parce que finalement, laisser passer certains professionnels de santé ou certaines personnes, finalement, ça serait de continuer la vie de tous les jours. L'intérêt de ce mouvement, finalement, c'est de faire comprendre au gouvernement, mais également à l'ensemble de la population, qu'il y a un problème et qu'il faut que tout le monde soit solidaire. Il faut que tout le monde soit solidaire de ce mouvement. Et quitte à empêcher tout le monde d'aller là où ils veulent ou d'aller dans les magasins, etc. C'est ça justement le but recherché. Comment tu estimes, toi, qu'une possible sortie de crise? Déjà, est-ce que tu vois à peu près les gens se dire bon, il faut qu'on trouve une solution, ou ils sont encore dans la contestation comme on le voit dans le départ des mouvements sociaux, où ils disent non, il faut vraiment qu'on leur montre, ou alors là, les gens se rendent compte au bout d'un mois quand même que bon, il faut qu'on trouve une solution. Et est-ce que tu vois les autorités étatiques faire un pas en avant également, ou pour toi la situation est toujours la même? Alors, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a d'une part une partie de la population qui veut absolument qu'on continue le mouvement parce qu'on voit des signes de Paris qui commencent à bouger. On voit le gouvernement qui commence à se poser des questions et on en parle de plus en plus dans les médias. Et il y a une autre catégorie de la population qui commence à se poser des questions. Le mouvement est allé un peu trop loin. Aujourd'hui, il est difficile de se procurer une bouteille de gaz, il est difficile de s'acheter du lait, il est difficile de se procurer certaines denrées alimentaires. Et le salarié, par exemple, qui a des factures à payer à la fin du mois, etc., commence à se poser des questions. Comment je vais faire pour payer mon loyer, payer les factures, puisque ça fait un mois que je n'ai pas travaillé. Donc il y a ces deux catégories qui s'opposent. Après, ce que je vois,
le gouvernement, oui, commence à bouger en quelque sorte, mais les Mahorais sont méfiants dans le sens où à plusieurs reprises, lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux comme celui-ci, on nous a fait des promesses, on nous a expliqué que après la manifestation, ne vous inquiétez pas, tout sera dans le meilleur des mondes possible, tout va s'arranger. Mais au final, après la signature et la levée des barrages, rien. On se souvient du plan Cazeneuve, on se souvient de la grève contre la vie chère qui a duré quand même 45 jours à Mayotte et qui a débouché sur une augmentation des prix multipliée par 5, 6 pour certaines denrées alimentaires. Enfin, les gens sont sceptiques à l'idée d'avoir une sortie de crise positive, mais quitte à continuer le mouvement, certaines personnes se disent au point où on en est, on n'a plus rien à perdre, donc faut continuer et ne rien lâcher. Pour conclure, toi, si tu avais une solution à préconiser à ceux qui décident, qu'est-ce que ce serait ? Penser à la jeunesse de Mayotte et ne pas l'oublier, puisque on parle beaucoup de jeunesse, mais il ne faut pas non plus oublier que cette jeunesse représente plus de 75% de la population, et cette jeunesse pendant plusieurs années n'a pas été occupée. Un jeune qui n'est pas forcément occupé, qui n'a aucune activité, qui ne peut pas aller à l'école, qui ne peut pas simplement avoir une bibliothèque chez lui, dans son village, etc., c'est finalement une boule de feu. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le vois. Oui, moi, c'est ce que j'avais vu en faisant mes recherches, que de nombreuses personnes disaient que la jeunesse était désœuvrée, peut-être un peu fort, mais que de nombreux étaient inalphabètes et tout. Alors, en plus, comme tu nous le dis, que ça va faire 1 mois que certaines personnes ne peuvent plus aller à l'école, il faut vraiment se poser la question du devenir de ces jeunes. Qu'est-ce qu'on doit faire, oui, qu'est-ce qu'on doit faire sur le Qu'est-ce qu'on doit faire de ces jeunes? Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Pas qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes? On sait tout ce qu'il faut. Oui, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Oui. L'insertion, la formation, surtout, et l'insertion, la formation et aussi l'accompagnement. On a une chance énorme, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est qu'à Mayotte, tout est à construire. Quand je dis tout est à construire, c'est vraiment tout est à construire, que ce soit sur les routes, l'éducation, le tourisme, etc., etc. On a plusieurs secteurs d'activité qui ne demandent simplement qu'à être soutenus. Maintenant, si le gouvernement et même les politiques publiques locales accompagnaient la mise en place de ces centres d'activité à devenir, ça permettrait d'occuper ces jeunes, mais surtout de donner une autre image de la jeunesse mahoraise. Parce qu'encore une fois, on a énormément de jeunes qui ne sont pas occupés pendant toute cette manifestation, et le jour où il y aura un groupe de jeunes qui va se dire c'est bon, on en a marre, faut qu'on s'occupe, ça se traduit par des violences urbaines, ça se traduit par tout ce qu'on entend dans les télés et dans les radios. Oui, c'est ce qu'on se pose la question en métropole également, surtout qu'on se dit que l'argent investi sera forcément rentable plus tard pour l'État français et pour les Mahorais. Donc tout le monde se pose des questions sur la résolution de cette crise. Je te remercie beaucoup, Mohamadi, de nous avoir répondu, nous avoir un peu apporté l'opinion des jeunes, le ressenti de la jeunesse mahoraise. Merci beaucoup. On te dit bonne soirée. Pareillement. Merci beaucoup à vous et bonne soirée également. Bonne soirée. Au revoir. Bon courage à toi. Au revoir. Voilà, on a eu 2 témoignages intéressants, 2 témoignages différents. Un journaliste d'abord qui nous présente son point de vue, son travail, qu'est-ce qui se passe concrètement, et puis enfin le ressenti d'un jeune Mahorais qui est effectivement représentant des élus, des étudiants scolarisés à Mayotte, donc il y a un point de vue un petit peu global sur ce qui se passe. J'espère qu'on a pu vous aider sur la situation mahoraise. Ça va encore évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. L'histoire n'est pas finie et nous demande, si j'ai bien compris nos 2 intervenants, qu'à être écrite. On vous remercie et à la semaine prochaine. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can.
un vieux pays.